Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on met de côté les livres, les articles. On s'en va complètement ailleurs. Complètement. On plonge, direct dans la boîte noire d'un match de hockey, mais un match en pleine crise existentielle. C'est le moins qu'on puisse dire. La source, c'est une transcription brute, un enregistrement qui s'appelle Radio Alice, du 32 décembre soir face A. Et puis c'est c'est quelque chose. On dirait vraiment une émission de radio poubelle du Lac-Saint-Jean, tard le soir. Ah oui, l'ambiance est là. Totalement. On a deux animateurs qui règlent leur compte philosophique pendant une partie de hockey sur console. D'un côté, il y a le locuteur principal, un joueur, mais incroyablement volubile. C'est un vrai dieu du chaos. Spontané, créatif. Presque gratuit dans sa folie, oui. Exactement. Et de l'autre, son adversaire. Presque silencieux. C'est l'homme de peu de mots. Lui, c'est le dieu IA, le système, calculateur, vengeur. Fait que notre mission, c'est de décortiquer ça. Une partie de jeu vidéo qui devient une métaphore sur le libre arbitre. Perso, j'avoue, j'ai un faible pour le dieu du chaos. Et moi, je dois avouer que je suis fascinée par le dieu calculateur. Celui qui observe, qui gagne sans dire un mot. Vous mettez le doigt sur le conflit central qui est là dès les premières secondes. Oui, tout de suite. D'un côté, ce joueur qui carbure à l'imprévu, qui cherche désespérément sa liberté dans les moments qui ne sont pas planifiés. De l'autre, son adversaire qui, lui, incarne un univers qui semble, totalement prédéterminé. C'est ça, il le dit lui-même. 90% du script est déjà écrit. Exactement. Et ça nous amène à la question fondamentale pour toute notre analyse. Comment on peut espérer gagner une partie quand on a l'impression, le viscéral, que les règles, puis même le résultat, sont déjà fixés par une force extérieure? Bon, OK, déballons ça. Le premier concept que notre dieu du chaos lance pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est qu'il refuse la game en même. Pour lui, il n'y en a pas juste une. Non, c'est plus complexe. Il y en a plusieurs, toutes imbriquées. Il le dit lui-même. T'as la grande, la moyenne, puis la petite partie. Puis pour donner du poids à sa théorie, il va même jusqu'à citer l'entraîneur de hockey Martin Saint-Louis. C'est savoureux. Ah oui, la fameuse citation. Tu joues la game dans la game, t'amènes la grosse game dans ta game. C'est une stratégie classique du chaos, tu sais. Si t'aimes pas les règles, change de jeu. C'est là que la confusion s'installe pour lui, par contre. Totalement. Il se demande s'il mène 4-1 dans la grande partie ou si en réalité c'est 0-0 dans la petite partie. C'est le premier indice que les enjeux ici dépassent de loin le simple pointage. Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas juste une métaphore sur la perspective. C'est un véritable mécanisme de défense psychologique. Comment ça? La petite partie, c'est l'action immédiate, le geste qu'on pose. La grande partie, c'est le narratif global, le sens de nos actions, la victoire morale, mettons. OK, je vois. Face à un adversaire qui semble contrôler le jeu immédiat, le joueur essaie de s'échapper en déplaçant le champ de bataille sur un plan métaphysique où il pourrait être en train de gagner. Mais c'est un piège. C'est le piège. Si tu sais plus à quel niveau tu joues, ta stratégie devient incohérente. Tu risques de célébrer une victoire morale pendant que tu es en train de perdre 8-0. Fait que c'est une forme d'auto-illusion. Une façon de se sentir en contrôle alors qu'il ne l'est pas pantoute. Pas nécessairement de l'auto-illusion. Je dirais plutôt une redéfinition désespérée des termes de la victoire. Quand on ne peut pas gagner selon les règles établies, on invente de nouvelles règles ou un nouveau jeu. C'est une tactique de survie. Une survie psychologique. Le vrai défi pour lui, c'est pas juste de marquer des buts, c'est de réussir à se convaincre lui-même et surtout son adversaire que la grande partie est la seule qui compte. Puis ça, c'est loin d'être gagné. Et c'est exactement là qu'on plonge au cœur du conflit. Parce que sa tentative de changer de jeu, ça marche pas. La frustration monte, puis il se met à accuser son adversaire d'être, et je cite, un hostie de gros dictateur. Les mots sont forts. C'est un dictateur qui écrit 90% de tout ce qui se passe. La rage est palpable quand il explose. Porte-toi donc une religion, Calice. Si c'est écrit, si c'est écrit. C'est là qu'on voit l'essence de « mon Dieu du chaos ». Il se bat pour son existence. C'est plus qu'un jeu. Ben oui. À partir de ce moment-là, toute sa stratégie se cristallise. Il
doit trouver et opérer dans ce qu'il appelle le 10 que tu n'as pas écrit. C'est sa seule marge de manœuvre, son seul espace de liberté. Et ça nous ramène direct au débat philosophique classique entre le déterminisme et le libre arbitre. La transcription utilise une analogie parfaite pour ça. Retour vers le futur. Exactement. L'almanach des sports, c'est le symbole ultime d'un futur déjà écrit. L'adversaire silencieux, c'est Biff Tannen qui a l'almanach, qui connaît tous les scores d'avance. Sauf que... Il y a un sauf que. Le joueur principal fait une observation qui est absolument cruciale. Une petite fissure dans le système. Il dit que l'almanach prédit plein de sports, mais pas tous. Il précise, il n'y a pas la crosse, là. Ce détail est la clé de tout. C'est sa porte de sortie. Le salut est dans le jeu de crosse. Précisément. Même dans un système qui semble totalement déterminé, il y a des angles morts, des variables non prévues, des sports oubliés par l'almanach. Ce 10 c'est l'espace de la créativité, de l'improvisation. C'est là que l'humanité réside. Mais ça doit être épuisant. C'est ça la pression. Vivre constamment en cherchant la faille dans le système, c'est terrible. Chaque action doit être une surprise, chaque mot une improvisation. Ce n'est pas une quête joyeuse pour la liberté, c'est une lutte de tous les instants contre l'effacement. C'est une vie de paranoïa stratégique. On le sent dans sa voix, c'est une quête qui le consume. C'est un prix incroyablement élevé à payer pour être libre. Et cette pression, justement, ça l'amène à une prise de conscience sur sa propre faiblesse. Il réalise qu'il utilise le mauvais outil. Ah, c'est-à-dire? Il parle trop. C'est un moment de lucidité incroyable au milieu de son chaos. Il dit « Quand je parle, je ne fais rien. » Puis en tire la leçon en regardant son adversaire. Si tu parles pas beaucoup, t'as pas mal plus de chances de gagner. Il cite même le proverbe « Oui, grand parleur, petit faiseur. » C'est tragique. Mon Dieu du chaos, le Dieu du verbe, il réalise que ses mots sont sa propre prison. Je pense qu'il a trouvé la bonne idée. Chercher le 10 mais il réalise qu'il utilise le mauvais outil, comme vous dites. Cette opposition entre le verbe et l'action est fondamentale. Expliquez. Le joueur volubile, il essaie de comprendre, de rationaliser, de contrôler la partie par le langage. Il veut mettre des mots sur le 10 pour se l'approprier. Le joueur silencieux, lui, il se contente de jouer. Il n'y a pas besoin d'expliquer le script. Il l'incarne. Il est le script. Exactement. Et si on pousse plus loin, le silence de l'adversaire, c'est une arme en soi. Une arme? Comment ça? C'est passif, le silence. Au contraire, en disant rien, il force le joueur principal à remplir le vide, à projeter ses propres peurs, ses théories. Il le laisse s'embourber tout seul dans son discours. C'est du judo psychologique. Wow! Pendant que le joueur volubile dépense toute son énergie à décrire l'univers, l'autre est simplement en train de le conquérir. Ça soulève une question importante. Est-ce que de vouloir tout verbaliser, de suranalyser, ça ne devient pas la forme ultime d'autosabotage? Il le réalise lui-même. Parfois, l'action pure, intuitive, celle qui vient du cœur du 10 est tellement plus efficace. Bien plus? Absolument. Et cette frustration de réaliser que ces mots l'enferment, ça le pousse à chercher des explications ailleurs, dans des images qui n'ont plus rien à voir avec le hockey. C'est là que ça dérive dans des zones complètement surréalistes. Mais très révélatrices. Ah, c'est la poésie brute du dieu du chaos. Par exemple, il fait un lien entre les sirènes d'alarme après un but au hockey et les sirènes de la mythologie grecque, celle d'Ulysse qui attire les marins vers leur perte. Pour lui, la sirène du but de son adversaire, c'est un chant qu'il tire vers le bas. C'est une image d'une puissance extraordinaire. Et elle n'est pas isolée. Si on la connecte au reste, ces métaphores sont pas du tout aléatoires. Elles sont extraordinairement cohérentes. Elles disent toutes la même chose au fond. Elles parlent toutes d'une stratégie de défense contre une force extérieure perçue comme écrasante. Les sirènes, c'est le danger d'être attiré dans le jeu de l'autre. Et puis il y a cette autre anecdote, tout aussi révélatrice. Les bonhommes de neige? J'adore celle-là. Il raconte que plus jeune, il fabriquait volontairement les bonhommes de neige les plus laids possibles. Des bonhommes de neige épouvantails. Dans quel but? Pour faire fuir les gens, c'était sa stratégie de contrôle par le contrôle par la répulsion. C'est fascinant. Pour se protéger, il se rendait volontairement repoussant. Et c'est là qu'on voit sa stratégie du 10 incarnée dans sa vie. Le bonhomme de neige épouvantail, c'est une tentative de se créer son propre espace en repoussant les autres, en étant tellement bizarre que personne ne veut s'approcher. Il le dit lui-même.
Oui, il le verbalise très clairement. Il dit, moi, j'ai plus une force de repousser qu'une force d'attirer, tu sais. Moi, je n'attire pas, je pousse. C'est le portrait psychologique parfait d'un individu en rébellion, qui utilise la bizarrerie comme une arme. Une arme pour se tailler une place, son fameux 10%, dans un monde qui contrôle pas. Mais c'est incroyablement solitaire comme stratégie, non? Pour se créer un espace et choisir de devenir quelqu'un que personne ne veut approcher. C'est une liberté qui se vit seule, dans le froid, comme un bonhomme de Nagelais. C'est le paradoxe de ce genre de rébellion absolue. La quête d'une individualité pure, non contaminée par les autres, peut mener à un isolement total. Il se protège du script des autres, mais il s'empêche aussi toute connexion, toute possibilité de co-créer une histoire. Il se retrouve seul, maître de son royaume de 10%. Mais ce royaume est peut-être vide. Bon, on a le portrait d'un homme qui se bat bec et ongle pour son 10% de liberté, pour prouver qu'il n'est pas juste un pion. On pourrait croire que l'histoire se termine là-dessus, sur cette lutte héroïque, même si elle est solitaire. Une ode aux rebelles. Mais la source nous réserve une dernière surprise. Un dernier retournement brutal. Oui, et c'est le moment le plus provoquant. Et je trouve le plus fascinant de toute la transcription. Après toute cette lutte contre le script, contre le destin, l'adversaire silencieux a une chance en or de marquer un but. Et il le fait pas. Il rate son coup. Et là, le joueur principal, notre dieu du chaos, celui qui s'est battu pour l'imprévu, il est profondément déçu, il est en colère. Il dit, et ce sont les derniers mots de l'enregistrement, là, dans mon script à moi, dans mon livre à moi, ça le dit, là, tu me déçois en tabarnak. Attendez, c'est un renversement complet. Stupéfiant. Celui qui a passé toute la partie à se battre contre le script de l'autre est maintenant fâché que l'autre ne suive pas son propre script à lui. Exactement. Dans sa propre histoire, dans son propre narratif de la grande partie, il avait prévu, il avait écrit que son adversaire marquerait à ce moment-là. Peut-être pour confirmer son statut de victime, peut-être pour une autre raison. Mais l'autre, en ratant son tir, a violé le script que le rebelle avait écrit pour lui. Wow, c'est vertigineux comme idée. Et c'est ça, la pensée finale qu'on laisse à la réflexion. Quand on se bat avec autant d'acharnement pour écrire notre propre histoire, pour imposer notre vision, notre liberté, à quel point on risque de devenir exactement le dictateur qu'on combattait. La lutte contre un scénario imposé nous force à écrire le nôtre. Mais que se passe-t-il quand on commence à exiger que les autres jouent les rôles qu'on leur a assignés dans notre propre pièce? La ligne entre être un libérateur et être un scénariste devient alors dangereusement mince.